toutes et à tous, nous sommes le 28 novembre 2020 pour le 215e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui sera principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisqu'il y a des craintes de plus en plus importantes d'une tentative d'offensive de l'armée ukrainienne contre le Donbass, dans une volonté d'imiter en gros ce que l'Azerbaïdjan a fait dans le Haut-Karabakh. Je vais parler aussi de l'évolution des négociations au sein de la plateforme de Minsk, et je vais surtout parler de l'évolution politique et économique de l'Ukraine, puisqu'on continue joyeusement vers la nazification et le désastre financier. Sur le plan militaire, du 21 au 27 novembre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 12 reprises, durant lesquelles elle a tiré 70 munitions, donc on est à plus que la semaine dernière. Sur ces 70 munitions, on a 8 obus de mortier de 82 mm, il faut y rajouter les 2 violations du cessez-le-feu et les 24 obus de mortier de 120 et 82 mm qui ont été tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, obus de mortier de 120 qui ont été tirés sur la périphérie de Donetsk et qu'on a pu entendre jusqu'ici sans aucun problème malheureusement, donc ça c'est assez inquiétant. On voit une augmentation du calibre des armes utilisées. En termes de pertes hors combat, côté ukrainien, cette semaine, ils ont eu 4 morts et 5 blessés. Et en termes de violation des accords de Minsk, eh bien, il n'y a pas que les violations du cessez-le-feu qui sont à mettre au crédit de l'armée ukrainienne. Le déploiement d'armes lourdes près de la ligne de front se poursuit. Je rappelle, c'est aussi une violation des accords de Minsk. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 88 pièces d'armement lourd. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est surtout le calibre des armes qui ont été déployées, puisqu'on a dans le détail 12 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 18 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 3 systèmes de défense anti-aérien OSA, 4 systèmes de défense anti-aérien Buk, un système de défense anti-aérien Zouchka, 32 chars d'assaut T-64, 7 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 8 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM, un véhicule de transport de troupes type MTLB et un véhicule blindé, informations qui sont d'ailleurs confirmées par les rapports de l'OSCE, qui a noté un très grand nombre d'armes qui ont été vues dans les gares ferroviaires du Donbass sous contrôle ukrainien. Je vais y revenir en détail. Donc voilà, c'est pas juste sorti de notre imagination. Et puis bien sûr, pour cacher tout cela, l'armée ukrainienne continue de brouiller le signal des drones de l'OSCE. Donc cette semaine, ça a eu lieu à 2 reprises. Je vous montre la petite carte pour que vous voyez où ça a eu lieu. Mais en tout cas, c'est assez inquiétant. Là, on voit de l'armement lourd. Puis en plus, des systèmes de défense antiaérien, pourquoi faire ? Nous n'avons toujours pas, je rappelle, d'aviation militaire, ni en RPD, ni en RPL. Donc je vois pas ce que vous comptez dézinguer avec des OSA et des Buk. Voilà, je dis ça comme ça, je dis rien. Et donc ce déploiement d'armes lourdes couplé donc à l'échec total des négociations de Minsk, je vais y revenir en détail dans la partie diplomatie, plus certaines déclarations des uns et des autres, font penser quand même à plusieurs journalistes et politologues que l'Ukraine voudrait répéter dans le Donbass le scénario du Karabakh de Bakou, avec entre autres les mêmes armes, à savoir les drones, entre autres turcs, mais pas seulement. Il semble que l'Ukraine veut acheter des drones kamikazes israéliens, puisque en plus des armes qui sont détectées, comme je disais, près de la ligne de front, l'OSCE a détecté en 2 jours, entre le 16 et le 18 novembre, l'arrivée dans les gares ferroviaires du Donbass sous contrôle ukrainien de plus d'une centaine d'équipements militaires, dont des pièces d'artillerie de 152 et 122 mm, et des chars d'assaut. C'est ceux qu'on a détectés sur le front cette semaine, voilà. Donc une semaine avant, ils étaient dans les gares et maintenant ils sont sur le front. Ils ont aussi noté, les observateurs de l'OSCE, que l'armée ukrainienne agrandit ses tranchées, les fait s'approcher de plus en plus de la ligne de contact, entre autres à Peski, donc c'est ce petit village qui est au bout de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Donetsk. Et comme je dis, ce que voit l'OSCE, ce n'est qu'une partie de ce que Kiev envoie dans le Donbass. Je veux dire, c'est ce qu'ils arrivent à voir. Quand les mecs ils envoient des trains militaires en pleine nuit, les observateurs de l'OSCE dorment. Donc ce qu'ils notent, c'est des chiffres à minima. Il
faut en être quand même bien conscient. C'est d'autant plus que les sources du projet Wargonzo indiquent à Artyomovsk, donc qui est en face de Gorlovka, pendant 10 jours, on a eu 40 unités d'armement lourd qui étaient déchargées chaque jour depuis des trains militaires qui arrivaient dans la gare d'Artyomovsk. Voilà, donc il y a 400 pièces qui ont été déchargées en 10 jours rien qu'à Artyomovsk. Donc on voit bien que entre ce que l'OSCE détecte et ce qu'on a par d'autres informations, entre autres grâce à la population qui est de l'autre côté, je vais y revenir, on se rend compte quand même que là, il y a vraiment un déploiement très très important d'armement, en plus qui est l'armement lourd, de l'artillerie de 152 mm. Et ce qui fait surtout un peu craindre un mince sens, c'est l'utilisation potentielle des drones turcs, des Bayraktar, qui ont servi l'Azerbaïdjan dans la guerre contre le Haut-Karabakh et qui sont montrés d'une certaine efficacité jusqu'à ce qu'ils aient commencé à se faire abattre joyeusement. Il y en a eu quand même plusieurs qui ont été abattus. Mais c'est clair que ce sont des armes extrêmement dangereuses. Ce sont des drones qui peuvent voler à assez haute altitude, qui peuvent détruire une cible. Ils ont des missiles qui sont capables de détruire une cible à plusieurs kilomètres. Donc on se rend bien compte que ce sont quand même des armes extrêmement dangereuses pour nous. Donc il n'y a pas que le projet Wargonzo qui a tiré la sonnette d'alarme. Le politologue Sergei Korneyev a lui aussi annoncé que l'état-major ukrainien a commencé à mettre au point un plan d'attaque de la RPD et de la RPL. Bon, depuis lors, on a eu un colonel général de l'armée ukrainienne qui a dit qu'il ne voyait pas une solution militaire au conflit dans le Donbass parce que ça serait un bain de sang tant chez les soldats ukrainiens que chez les civils. Je prends pas ce genre de dénégation au sérieux. Certains pensent que ces propos visent à juste essayer de cacher l'état misérable de l'armée ukrainienne, ce qui est très certainement vrai. Le colonel général a sûrement très peur que ses soldats se retrouvent pris de nouveau dans des chaudrons et que ça se termine en mode Debaltsevo bis. Mais surtout, ce qui me fait n'accorder aucun crédit à ce genre de propos, c'est le fait que si l'Occident et surtout les États-Unis disent à Kiev de lancer une attaque, ils le feront. Que l'état-major ukrainien en ait envie ou pas. Je rappelle que c'est l'Occident qui permet financièrement à l'Ukraine de survivre. Voilà. Donc, comme c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique, j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est eux qui décideront si l'Ukraine va en guerre ou pas. Voilà. Par contre, sans le vouloir, il a révélé une petite chose intéressante, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, à propos entre autres des sources de Wargonzo, parce que dans les 3 points qu'il a cités comme devant décourager Kiev à lancer une offensive contre la RPD et la RPL, il explique quand même que les habitants de la partie du Donbass qui est sous leur contrôle n'aiment pas l'armée ukrainienne, et que les soldats ukrainiens auront à peine démarré les moteurs de leurs chars d'assaut, que l'information nous sera transmise par les habitants situés donc côté ukrainien. Alors, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas fait du tout attention à ce qu'il a raconté, parce que si les soldats ukrainiens étaient réellement des libérateurs, qui auraient libéré une partie du Donbass de l'occupant russe, avec des gros guillemets, la population locale devrait les aimer, d'accord ? Et pas les détester au point de risquer leur vie pour transmettre des informations aux pseudo-occupants. Voilà. Ce qui prouve bien que le seul occupant dans le Donbass, c'est l'Ukraine, et pas la Russie ou les milices populaires ou ce genre de conneries. Voilà. Ce que font les gens dans la partie du Donbass qui est sous contrôle de Kiev, c'est ce que faisaient les résistants français, en donnant des informations sur les emplacements de l'armée allemande. Ce qui montre bien que quand je parle de Donbass occupé par l'armée ukrainienne, c'est vraiment comme ça que les habitants du Donbass le vivent. D'accord ? Sinon, ils ne nous transmettraient pas des informations au risque de leur vie, parce que s'ils se font attraper par le SBU, ils ont droit à la totale, torture, exécution sommaire, voilà quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est très très révélateur, c'est très intéressant, tu vois. Il n'a pas fait du tout attention à la portée de ce qu'il a dit. Mais ça montre bien que ce que je vous dis est vrai. Voilà. Ils n'ont pas libéré le Donbass, ils l'occupent. Et d'ailleurs, les habitants du Donbass les traitent comme des occupants. Et puis ce cher colonel général a oublié un point négatif en plus. C'est que je signale qu'on en est quand même déjà à plus de 300 000 habitants du Donbass qui ont la citoyenneté russe. Et que donc la Russie va pas rester les bras croisés en cas d'attaque contre ses citoyens.
Hein. On n'est plus dans la même situation qu'en 2014. 2014, c'est les citoyens ici étaient tous citoyens ukrainiens, la Russie n'avait pas le droit d'intervenir. Là maintenant, avec la distribution des passeports russes de manière massive, la donne est en train de changer. Je l'ai déjà signalé l'année dernière quand le décret a été signé. La portée de cet acte, c'est pour ça que ça fait autant grincer des dents tant en Ukraine qu'en Union européenne ou aux États-Unis, c'est que la constitution russe donne le droit à la Russie d'aller défendre ses citoyens, même à l'étranger. Donc, si l'armée ukrainienne menace la vie de 300 000, c'est pas 3, c'est pas 30, c'est pas 300, 000 citoyens russes qui vivent en RPD et en RPL, la Russie interviendra. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs ce dont a averti Jouravko, dont je vous avais déjà parlé, en disant que si l'Ukraine lançait une attaque dans le Donbass, ça se terminerait avec les casques bleus russes à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Voilà. Hein. Surtout que certains en Russie appellent à aller encore plus loin que ça. On a entre autres le politologue Semyon Bagdasarov qui a appelé carrément les autorités russes à soit reconnaître la RPD et la RPL et passer avec elles un accord de soutien militaire, d'assistance militaire, ou carrément de les intégrer à la Fédération de Russie. Voilà. Il a même d'ailleurs proposé de récupérer tous les territoires historiquement russes de l'Ukraine, sous le prétexte que cette dernière représente un danger pour la Russie, puisque Kiev forme des saboteurs, puis même, appelons les choses par leur nom, des terroristes, qui non seulement vont mener des actes de sabotage en RPD et RPL, mais aussi des attentats en Russie, entre autres en Crimée. Donc, moi, à la place de Kiev, je rangerais ce genre de plan foireux au placard. Bon, c'est clair qu'on va voir qui sort vainqueur de l'élection américaine. Si c'est Biden, je pense que ça va dégénérer. Clairement, c'est un va-t-en-guerre russophobe. Donc si c'est lui, ça va mal se finir. Ça c'est clair. Surtout que si on est dans cette situation sur le plan militaire, c'est à cause de l'impasse totale dans laquelle l'Ukraine a amené les négociations de Minsk. La dernière réunion qui a eu lieu donc cette semaine a été... comment dire, un florilège. Un florilège d'attitudes destructrices, de conneries, enfin, on a eu droit à tout. Lors de la réunion du groupe de contact en charge des questions de sécurité, l'Ukraine a refusé d'admettre tout simplement la réalité des chiffres, continuant de prétendre qu'elle ne viole pas le cessez-le-feu, ni les accords de Minsk, ni les mesures additionnelles de contrôle de ce même cessez-le-feu. Et ce même lorsque les données fournies par l'OSCE elle-même montrent que entre les deux réunions, donc en 2 semaines, quand l'origine des tirs pouvait être déterminée, 29 venaient de l'Ukraine, 1 venait de l'RPD. Bon, je sais pas comment faire plus clair, tu vois. Bon, même face à ça, les représentants ukrainiens étaient dans le déni le plus total. Pareil pour les violations du retrait des armes lourdes loin de la ligne de front. Donc les centaines d'armes lourdes que l'OSCE a enregistrées, eh bien l'Ukraine a contesté les faits. Et ils sont même allés jusqu'à douter de la fiabilité des données de l'OSCE concernant la proportion de victimes civiles dues au bombardement et tirs d'armes légères, qui, je le rappelle, sont à plus de 73% en RPD et en RPL, ce qui prouve clairement que l'armée ukrainienne vise délibérément les civils du Donbass. C'est allé tellement loin, au rayon conneries, que le coordinateur du groupe de discussion, donc le coordinateur de l'OSCE, a interrompu la discussion, mais je peux pas appeler ça une discussion, c'est en fait le monologue de dénégation stérile de l'Ukraine, pour passer aux autres points qui étaient à l'ordre du jour. C'est pour vous dire quand même, il les agace à gros rendement. Donc, là ils arrivent même à agacer les gars de l'OSCE qui pourtant leur sont plutôt acquis. Donc c'est quand même pour vous dire à quel niveau on se situe là. Et si on en est arrivé là, c'est à cause de la destruction du fameux mécanisme de coordination qui était prévu par les mesures de contrôle additionnel du cessez-le-feu, lorsque l'Ukraine a refusé donc cette visite conjointe de ses positions près de Choumi, refus face auquel ni l'OSCE, ni la France, ni l'Allemagne n'ont réagi de manière adéquate, et donc l'Ukraine se sent totalement impunie, et donc elle continue dans les conneries, jusqu'au moment où ça vient par énerver tout le monde.
Sur le volet politique, c'était pas beaucoup mieux, hein, c'est même allé même encore plus loin, rayon délire, puisque donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé des 2 feuilles de route qui avaient été fournies d'un côté par la RPD et RPL et par l'Ukraine. Feuille de route qui est censée permettre de sortir la mise en œuvre des accords de Minsk de l'impasse dans laquelle elle est. Je rappelle donc, et la RPD et RPL en premier, puis l'Ukraine ont fourni chacun leur feuille de route. Et bien là, l'Ukraine a prétendu que seul son projet de feuille de route a été fourni. Ils ont fait comme si le projet qui était fourni par la RPD et RPL n'existait pas. Et ils ont dit qu'ils attendaient maintenant la feuille de route de la Russie. Russie qui a dit qu'il était hors de question. C'est pas notre conflit, c'est un conflit interne. On n'a pas à fournir une feuille de route, ça serait de l'ingérence. Là, on marche complètement sur la tête. Hein. Je vous dis, là, ça devient... la propagande des autorités ukrainiennes, je veux dire, même la Pravda peut rougir, je veux dire, je pense qu'ils ont même dépassé le niveau de la Corée du Nord, là. C'est stratosphérique. En plus, ils parlent de leur feuille de route, si on l'analyse, sur les 51 paragraphes que contient le document, il y en a quand même 40 qui contredisent les accords de Minsk, 78%. Certains même se contredisent les uns les autres, c'est encore mieux. Et puis, non, là franchement, on a atteint le fond avec ça. Natalia Nikonorova a commenté, notre ministre des Affaires étrangères, a commenté très durement ces dernières conneries. Elle a quand même dit, je cite, que si donc cette déclaration sur le fait que seule la feuille de route ukrainienne a été envoyée et qu'il n'y en a pas d'autres, elle a dit que si cette déclaration est la position officielle de Kiev, alors elle peut être qualifiée de refus de l'Ukraine d'appliquer les accords de Minsk, puisqu'il stipule que le règlement du conflit dans le Donbass doit se faire dans le cadre du dialogue et de la coordination entre les 2 parties en conflit, à savoir Kiev et le Donbass. Il est donc inacceptable d'ignorer purement et simplement les documents que les républiques envoient au sein du groupe de contact. Ainsi, nous attendons une position écrite sur cette question de la part des représentants ukrainiens et nous rappelons que l'avenir de tout le processus de Minsk en dépend. D'ailleurs, côté ukrainien, ils recommencent à nous parler des plans B et des machins comme ça. Donc, c'est le secrétaire du Comité national de sécurité... Conseil national de sécurité et de défense qui a dit qu'ils ont, d'ici au mois de décembre, ils vont expliquer quels étaient les plans qu'ils avaient élaborés l'année dernière avant la réunion au format Normandie. Donc je pense que le plan B va pas tarder à sortir côté ukrainien. Je pense qu'on va bientôt découvrir cette surprise. Je pense qu'on va pas être déçus. Notre ministre des Affaires étrangères a aussi souligné avec beaucoup d'ironie des points les plus débiles de la proposition de feuille de route ukrainienne. Donc le point numéro 4, où l'Ukraine propose donc le retour de l'armée ukrainienne dans la partie du Donbass qui n'est pas sous son contrôle actuellement. Ils veulent que leurs gars reviennent le 10 décembre ici et organiser l'échange de prisonniers le 15. Bon, bien sûr, après démilitarisation de l'RPD et de l'RPL, sauf que c'est pas du tout prévu par les accords de Minsk, mais c'est pas grave. Donc là, Natalia Nikonorova leur a demandé en rigolant si la délégation ukrainienne était en train de proposer d'ajouter ses soldats à notre liste pour le futur échange de prisonniers. Elle a dit qu'on était prêt à les accueillir comme il se doit, avec détention, interrogatoire, ouverture d'une procédure pénale et autres dispositions du code pénal de la RPD, et puis ensuite on les ajoutera à la liste des prisonniers à échanger. Elle a demandé si c'était une provocation de la part de l'Ukraine de faire de telles propositions, ou s'ils ont juste balancé des conneries comme ça au pif dans le document. Le problème, comme elle dit, c'est que ce document, c'est quand même le projet officiel proposé par l'Ukraine pour le plan d'action commune. C'est pas la dernière blague de Bozo le clown, quoi. Enfin, je vais dire, faut arrêter les conneries quand même. Puis bon, l'échange de prisonniers dont ils se vantent d'organiser avant la fin de l'année, c'est très mal parti. Parce que non seulement il est conditionné à cette fameuse feuille de route, mais en plus, je vous avais parlé de la nécessité de mener l'apurement judiciaire des prisonniers précédemment échangés. On avait une liste de 50 prisonniers, pour lesquels ça fait 11 mois qu'on demande à l'Ukraine de mener l'apurement judiciaire. Il y en a un qui en a bénéficié. 1 sur 50.
Voilà, donc moi je vous le dis, l'échange de prisonniers avant la fin de l'année, c'est très très mal barré. Bon, bien sûr Kiev va nous faire porter le chapeau, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais ils sont les seuls responsables. Ils sont les seuls responsables. C'est bien joli de faire des grandes déclarations dans les médias, on veut libérer nos gars, et derrière de saboter tout le processus. Voilà, hein, je veux dire, ils sont même pas foutus de nous donner les informations sur les prisonniers venant de l'RPD et de l'RPL qui sont en leur possession. Ça fait des mois qu'on leur demande des informations. Ils te disent oui, c'est très simple à fournir, bah fournissez-les. Si c'est si simple, pourquoi vous les fournissez pas? On les attend depuis des mois. Voilà. Je vais revenir donc très brièvement sur le coronavirus. Puisqu'en RPD, on en est à 10 610 cas, donc 830 de plus que la semaine passée, donc on est à moins en termes de nombre de nouveaux cas par rapport à la semaine dernière, dont 993 morts, soit 94 de plus, et 5080 guéris. En RPL, on en est à 1774 cas, donc 42 de plus, 141 morts, soit 9 de plus, et 1543 guéris, soit 50 de plus. En Ukraine, c'est la catastrophe. Ils continuent de battre des anti-records, ils en sont... là, ils ont plus de 16 000 nouveaux cas journaliers, je crois que c'était le 27 novembre. Ils en sont au total maintenant à 709 701 cas, soit 97 036 de plus en une semaine. Donc on a atteint l'objectif, entre guillemets, les prédictions qui avaient été faites par certains experts, qui avaient dit que d'ici la fin du mois de novembre, on allait dépasser les 700 000. Bon ben voilà, on y est. Et ils ont 12 093 morts, soit 1280 de plus en une semaine. Je sais pas comment ils vont régler ça. Je sais pas. Mais ouais, là, il va falloir qu'ils trouvent, parce que je sais pas comment ça va se terminer, mais très très mal à mon avis. Surtout qu'en Ukraine, la situation économique est de plus en plus catastrophique, et ceux qui vont trinquer les premiers, c'est bien sûr les catégories les plus fragiles de la population, hein, donc là entre autres les retraités. Les premiers qui vont payer les pots cassés de la politique économique désastreuse des autorités ukrainiennes, sont ceux qui touchent l'équivalent du minimum vieillesse. Un minimum vieillesse en Ukraine qui est de 50 €, puisque suite à la réforme des retraites qui a été menée, je rappelle, sur ordre du FMI et des autres bailleurs occidentaux, le système de retraite minimum était temporaire et prend fin le 31 décembre 2020. Donc ça veut dire que dès le 1er janvier 2021, on a 75 000 retraités ukrainiens qui touchaient ces 50 € mensuels, qui recevront plus rien du tout. Donc ils vont se retrouver à les mendier dans la rue. Parce qu'en plus, je rappelle que pour toucher cette retraite minimum, ils ne devaient pas avoir un logement de plus de 21 mètres carrés. Et pas de jardin. Hein. Des fois que tu cultives 2-3 patates pour essayer de manger un peu. Donc ces gens, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Voilà, c'est soit ils vont partir mendier, soit ils vont devoir se laisser mourir. C'est ça. Enfin... C'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. Mais bon, le pire, c'est qu'ils ils ne sont que les premiers à se retrouver dépouillés de tout, hein, parce que ceux qui touchent ou espèrent toucher un jour une retraite en Ukraine, il ferait bien d'écouter ce que disent certains, comme le Premier ministre ukrainien, qui dit lui-même que d'ici 15 ans, l'Ukraine ne pourra plus du tout payer les retraites. Le vice-président de la Fédération des syndicats d'Ukraine, lui, il trouve Shmigal optimiste, hein, il dit que d'ici 5 ans déjà, Kiev ne pourra plus payer les retraites. Et c'est pas en essayant de pousser à tout prix les Ukrainiens vers les fonds de pension privés que la situation ira mieux, parce que avec la corruption endémique et la situation économique instable du pays, tout investissement, parce que oui, un fonds de retraite c'est un fonds d'investissement, hein, faut dire les choses comme elles sont, sur 20 ou 30 ans en Ukraine, c'est complètement utopique. On sait même pas si le pays existera encore dans 20 à 30 ans. Hein. Je veux dire, il y a quand même des exemples récents. Hein. On a eu les employés de la Banque nationale d'Ukraine qui se sont retrouvés dépouillés, hein, de leur retraite qui avait été placée sur un fonds spécial par la banque, parce que les génies de la BNU avaient tout investi dans des sociétés pourries qui se sont cassées la gueule une fois que le Maïdan a eu lieu. Donc les gens ne sont pas prêts à foutre le moindre copec dans un machin sur 20 ans, alors qu'il y a des banques qui ont volé leurs clients en à peine 1 an ou 2 d'existence. Voilà, la situation en Ukraine est tellement instable, c'est même pas la peine. Donc c'est très très mal parti.
Et puis bon, je disais que donc, certains estiment que Schmigal était assez optimiste en parlant de 15 ans avant la catastrophe. Il y en a d'autres comme Saakashvili, Sakavis, monsieur je mange ma cravate, qui lui dit que le désastre est encore plus proche que ça, parce que pour lui, dès le début 2021, il y aura des problèmes, entre autres avec le paiement des salaires de la fonction publique et les paiements sociaux. Les paiements sociaux, c'est les retraites et les allocations pour les enfants ou les handicapés. Donc déjà là, ils sont en train de retirer le pain de la bouche des enfants invalides. Les parents doivent payer maintenant tout un paquet de choses qui avant étaient gratuites, entre autres en termes d'éducation. Donc je vous laisse imaginer ce que ça va être l'année prochaine. Pour Sakavis, si un accord est conclu avec le FMI, ça donnera juste quelques mois de sursis à l'Ukraine, mais pas plus. La situation est tellement grave, entre autres avec le risque de se retrouver avec une interruption du paiement des salaires de la fonction publique et des retraites, qu'il a dit que l'Ukraine n'avait pas vu ça depuis les années 90. Et il n'est pas tendre avec le gouvernement qu'il a nommé à son poste, puisqu'il a souligné que tout cela se passe dans des conditions où le gouvernement ukrainien, je cite, ne fonctionne pratiquement pas et semble exister dans un monde parallèle. Quand même Saakashvili te dit ça, c'est inquiétant. Voilà. Et puis en plus de patauger dans la merde sur le plan financier, l'Ukraine patauge aussi dans la merde idéologique, continue la nazification du pays. Ils sont en train de s'enfoncer dedans, ils sont en train de suivre une voie que n'auraient pas renié les nazis eux-mêmes. Donc je rappelle, on a eu le droit de la part de Zelensky, de son gouvernement ou de son parti, à des appels à stériliser les chômeurs, le projet de loi pour interner les Russes dans des camps de concentration, les relents de propagande nazie de 1941, dans l'appel de Zelensky aux habitants du Donbass. Là, maintenant, on a la Gestapo linguistique 2.0. C'est le médiateur linguistique qui a été mis en place par Zelensky, Taras Kremen, qui a été surnommé par Elena Lukash, l'ancienne ministre de la Justice ukrainienne. Elle a surnommé le Sprechen-Führer. Voilà, ça vous donne le ton. Donc ce cher Sprechen-Führer a proposé d'introduire un système de dénonciation de ceux qui parlent autre chose que la langue ukrainienne. C'est-à-dire en fait ceux qui parlent majoritairement russe. Parce que la plupart des gens qui ne parlent pas la langue ukrainienne en Ukraine, c'est les russophones. Je dirais peut-être un petit peu les Hongrois ethniques vers l'ouest du pays, mais la majorité, c'est quand même les russophones, c'est quand même la moitié du pays. Donc là, il veut lancer une Gestapo 2.0, avec une petite application de dénonciation, c'est beau la technologie. Les nazis en avaient rêvé, l'Ukraine post-Maïdan l'a fait. Enfin bon, il n'y a pas que l'Ukraine, d'ailleurs, parce que Kremen n'a pas inventé ça tout seul. Non, il s'inspire d'un système identique qui existe déjà en Lettonie. Oui, entre néo-nazis, on s'échange les meilleures pratiques de discrimination. Oui, parce qu'en Lettonie aussi, les collaborateurs de nazis sont des héros nationaux. Envie de gerber. Sauf que les néo-nazis ukrainiens au pouvoir ont oublié un petit truc. À force de réécrire l'histoire, vous avez loupé un petit morceau. L'URSS aussi a essayé d'ukrainiser l'Ukraine de force. Oui. Parce que je vous dis, c'est une construction artificielle l'Ukraine. C'était un morceau de la Russie. Et ça a été un désastre. Ça a été un désastre et un échec tellement évident que même eux, ils ont renoncé. Ils ont assez vite arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ça menait à rien. Tu peux pas obliger les gens à aimer et parler une langue par la force. C'est pas possible. Surtout dans un pays multi-ethnique comme l'Ukraine. Ça ne peut pas marcher. Non. C'est un truc que la Russie a très bien compris. C'est pour ça que dans les différentes républiques, oblasts, régions autonomes de la Fédération de Russie, il est courant d'avoir plusieurs langues officielles. Comme je l'ai déjà dit, en Crimée, l'ukrainien et le tatar sont des langues officielles. En Tchétchénie, le tchétchène est une langue officielle. Au Bachkortostan, le bashkir est une langue officielle aux côtés du russe. Parce que tu ne peux pas obliger les gens à parler une langue qui n'est pas leur langue natale. C'est comme ça. C'est de la discrimination linguistique. C'est interdit, ça. Convention de Venise, je signale.
qui a d'ailleurs épinglé l'Ukraine sur ce sujet. Voilà. Mais ça en dit long quand même sur l'idéologie des Ukrainiens. Moi, le prochain qui me dit non, c'est pas des néo-nazis au pouvoir en Ukraine, bah dis donc, ça y ressemble vachement quand même. Camp de concentration, stérilisation des chômeurs, Gestapo linguistique 2.0, tout va bien quoi. On avait déjà mis Rodvorets, on n'a pas besoin de cette horreur. Et puis alors pendant ce temps-là à Kiev, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Alors que l'Ukraine patauge, comme vous avez pu le voir, dans la merde financièrement, eh bien Kiev se propose d'aider l'Afghanistan à se reconstruire. Non, c'est pas une blague. C'est pas du tout une blague. Donc, comme je le disais, l'an prochain, 75 000 retraités ukrainiens vont pouvoir aller mendier dans la rue. De manière générale, là, il y a eu des chiffres qui sont sortis, qui sont assez effrayants, qui montrent que les Ukrainiens dépensent quand même 79% de leurs revenus juste pour manger. Ça, c'est 47%. 47% de leurs revenus partent dans la nourriture. Ça, c'est des statistiques typiques de pays très pauvres, je veux dire. Et 32% partent pour payer leurs factures, surtout en période hivernale, avec le chauffage. Voilà. Donc, t'as un pays qui est plus capable de payer un minimum retraite à ses retraités, dans lequel les gens dépensent 80% de leurs revenus juste pour manger et payer leurs factures, et vous voulez aider l'Afghanistan, vous êtes là en train de vous poser en sauveur de l'Afghanistan? C'est une blague ou quoi? Alors, c'est le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui nous a pondu cette connerie, Dmitry Kuleba. Donc il était au forum Afghanistan 2020. Et là, donc, il a sorti que l'Ukraine va aider à reconstruire l'Afghanistan, que ces sociétés étant prêtes à fournir les biens industriels et de construction, donc entre autres locomotives, tracteurs, équipements ferroviaires et spécialistes, pour retaper ces infrastructures. Alors si vous pensez que là on a déjà atteint le fond niveau conneries, attendez la suite. Parce qu'il ne s'est pas arrêté là, le Kuleba. Il a ensuite sorti, tenez-vous bien, que l'Ukraine prend une part importante dans la mission de l'OTAN en Afghanistan. Je le cite textuellement. L'Ukraine prend une part importante dans la mission de l'OTAN en Afghanistan. Les mecs, ils ont 30 soldats. Je dis bien 30, pas 30 000. 30 soldats. Je vous montre même une capture d'écran venant d'Ukrinform, c'est un média ukrainien. Pour prouver ce que je vous dis, c'est pas de la propagande russe. Les mecs, ils ont 30 soldats sur les 17 000 que compte la mission de l'OTAN en Afghanistan, et ils te sortent qu'ils prennent une part importante dans cette même mission. Les mecs représentent à peine 0,17% des effectifs et ils se prennent pour Rambo. Je sais pas ce que vous consommez à Kiev comme substance illégale, mais il faut arrêter, parce que là c'est du délire total. Vos 30 pélos, là, ils servent à rien. Je veux dire, sur 17 000, c'est pas vous qui faites la différence. Je veux dire, faut arrêter. Et puis surtout, avant de s'occuper de vouloir reconstruire l'Afghanistan, l'Ukraine ferait bien de commencer par se reconstruire elle-même, vu l'état de ses routes, où t'as des trous assez grands dans lesquels tu peux carrément placer un camion. Les infrastructures, j'en parle même pas. Je rappelle que dans la partie du Donbass qu'elle occupe, les habitations et infrastructures détruites par la guerre ne sont quasiment pas réparées. Je rappelle qu'il y a dans le Donbass, qui est sous contrôle ukrainien, des gens qui sont sans eau potable, sans électricité ou sans gaz, parce que Kiev n'a jamais jugé bon, ou n'a pas le pognon, pour réparer les infrastructures détruites par les combats. Entre autres à Avdiivka, j'en avais déjà parlé. Donc, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Les gars, avant de vouloir reconstruire l'Afghanistan, commencez déjà par reconstruire la partie du Donbass qui est sous votre contrôle. Parce que quand vous laissez les gens sans eau, sans électricité, sans gaz ou sans chauffage, et qu'après vous venez dire que vous voulez reconstruire l'Afghanistan, si vous voulez, ça donne plus envie de se pisser de rire dessus qu'autre chose. Et surtout les gens qui eux sont dans le Donbass et que vous prétendez avoir libéré, forcément, ils vous aiment pas beaucoup, Parce que, si réellement vous considérez ces gens comme vos habitants, vos concitoyens, vous êtes censé vous occuper d'eux. Voilà. Je dis ça comme ça, je dis rien. Donc voilà la situation. MH17,
MH17, donc le juge a répondu aux différentes requêtes de la défense. Il a refusé plein de choses, entre autres l'enquête sur les versions alternatives de scénarios. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc on part du principe que l'enquête a établi le bon scénario. Mais si c'est pas le cas, voilà, c'est n'importe quoi. Par contre, ils ont autorisé l'interrogatoire du commandant de la 53e brigade de Koursk, vous savez, celle que Bellingcat a impliquée comme étant la brigade qui aurait fourni le book à la RPD. Par contre, pour les soldats, il dit on n'interrogera que ceux qui ont un lien évident ou éprouvé avec la livraison du book. Sauf que si le commandant te dit qu'ils n'ont rien livré du tout, qu'ils n'ont pas bougé de là où ils étaient côté russe, et que vos histoires, c'est des conneries monumentales, bah vous allez interroger personne. Hein, donc ils ont vachement restreint en fait le truc pour faire en sorte que tout colle selon leur petit scénario. Donc quand je vous dis que ce truc est une mascarade, voilà. Ils ont ajouté la vidéo de Dubinsky au dossier. Ils exigent que Poulatov vienne témoigner directement aux Pays-Bas. Je vais dire, mais les mecs, jamais il va se livrer à vous. Non, mais vous planez ou quoi? Je veux dire, le mieux que vous pouvez obtenir, c'est un interrogatoire par vidéoconférence. C'est tout. Point barre. C'est que des conneries comme ça. Les audiences reprendront en février de l'année prochaine, ce qui va me laisser le temps d'analyser un petit peu tout ça, mais clairement, c'est du grand délire. Du grand délire. Franchement, ce procès, je vous ai dit que c'était le procès de la honte. Et chaque jour d'audience confirme ce titre. C'est pas de la justice. C'est un cirque judiciaire. Et c'est tragique. Parce que les familles des victimes, elles méritent mieux que ça. Même si beaucoup ont été complètement lobotomisés avec la version officielle. Mais ils méritent d'avoir la vérité. Pas ces conneries que vous racontez. Enfin, il faut arrêter. Non. Mais ça, c'est pour ça que c'est les Pays-Bas qui ont été choisis pour faire le procès. Parce qu'ils ont un droit qui permet des choses que ne permet pas le droit pénal d'autres pays. Hein. Entre autres, les témoins anonymes. Je veux dire, ça c'est du délire intégral. Témoins anonymes. Attendez, on parle d'une catastrophe qui a fait quand même presque 300 morts. Parmi des civils innocents. Catastrophe aérienne, je veux dire, ça mérite mieux que des témoins anonymes, des gens potentiellement torturés par le SBU, pour leur faire cracher des aveux de tout et de n'importe quoi. Je veux dire, non. Ce truc est une honte. Franchement, l'Occident devrait avoir honte de se vautrer dans ce cirque judiciaire, cette farce absurde et ignoble. Ce que vous faites, c'est... J'espère que ça va rester sur votre conscience jusqu'à la fin de vos jours. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Comme je l'ai dit en commentaire, je vais prendre des jours de repos au mois de décembre. Donc il est possible qu'il y ait un site-rep qui n'aura peut-être pas lieu. On va voir. Parce que je suis très fatiguée, parce que cet été je n'ai pas pris les 2 semaines de congé que j'avais prévu de prendre à cause des événements, entre autres en Biélorussie. Je vais aussi faire appel à vous, parce que je discute régulièrement avec Faina Savenkova, cette jeune fille de 11 ans qui vit en RPL, dont j'avais déjà fait l'interview, qui écrit des essais, des pièces de théâtre, et puis des textes aussi dans le domaine du fantastique. Et en discutant avec elle, nous est venue une idée. J'ai déjà fait une interview d'elle, mais je me suis rendu compte quand j'avais publié son interview que vous aviez vous-même beaucoup de questions à son sujet. Et donc on a décidé de vous proposer, à vous, mes auditeurs, mes lecteurs, de pouvoir poser à Faina vos questions, des questions auxquelles je n'ai peut-être pas pensé, qui vous intéressent, et elle y répondra, et je publierai l'interview résultante. Donc je vais faire un système de sondage ou de documents Google, je vais voir quelle est la meilleure méthode, et vous allez pouvoir me soumettre
les questions, là où les questions que vous aimeriez poser à Faina, des questions que je n'ai pas posées dans l'interview que j'avais fait d'elle il y a quelques mois en arrière. Donc voilà, on va faire une interview communautaire, commune. J'en appelle à vous, voilà, réfléchissez si vous avez des questions que vous voulez lui poser. Je posterai sur les différents réseaux sociaux de Donbass Insider le lien vers le sondage ou le document Google qui vous permettra de m'envoyer vos propositions de questions pour cette interview commune. Et puis on essaiera de mener l'interview avant la fin de l'année afin de vous l'offrir comme cadeau pour la nouvelle année 2021. Voilà, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là, portez-vous bien.